Oui, merci Christelle. Et je vais en profiter quand même pour saluer tout le monde, tous les participants et notamment celles qui me font face sur le site de Poitiers. Merci d'être là. Merci aussi aux intervenants, Pauline Viau, que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Merci d'avoir témoigné. Et je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet, puisque on a l'occasion de bénéficier de la restitution des premiers résultats d'une vaste enquête régionale qui a été confiée donc à l'Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine et la chaire Sport Santé. Je vais donc présenter les deux intervenants qui vont restituer, qui vont se partager la parole, à savoir Stéphane Robin, ici à mes côtés, et qui est chargé d'études à l'Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine, et Julien Bois, qui est sur Bordeaux et qui enchaînera avec votre prise de parole, Stéphane, et qui est enseignant-chercheur en sciences et techniques des activités physiques et sportives au sein de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, et directeur de la composante STAPS, membre de la chaire Sport Santé. Mais Stéphane Robin, là, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques éléments de méthode, en tout cas, par rapport à l'enquête qu'on a menée auprès des jeunes sur l'activité physique et les activités sédentaires. Donc, l'objectif, c'était bien d'identifier les jeunes qui avaient une pratique d'activité physique insuffisante et parallèlement les jeunes qui étaient trop sédentaires. Donc, au sein de ces trois publics déjà mentionnés, les lycéens, les apprentis et les jeunes suivis en mission locale. Donc, pour au final pouvoir un peu cibler les actions de promotion de la santé vers les publics les plus éloignés de ces pratiques, en ayant des actions adaptées. Ah, ça y est. Donc, comment atteindre ces objectifs? Donc, l'étude qu'on a réalisée avec l'ORS et la chaire Sport Santé contient 2 volets. Donc, une enquête régionale par questionnaire que je vais vous présenter ici. Donc, l'objectif, c'était bien de décrire les niveaux et la nature des activités physiques, d'identifier les freins et les leviers à la pratique de cette activité physique et de décrire les niveaux de sédentarité des jeunes. Pour le volet 2, donc je laisserai Julien Bois vous expliquer un peu plus précisément ce qu'il en est. Mais c'est en fait une enquête par mesure et par test avec également des entretiens, mais il vous expliquera ça après moi. La méthode de recueil, donc c'était un recueil organisé au sein des structures, donc au sein des lycées, au sein des CFA et au sein des missions locales. Donc, en s'appuyant sur des référents d'enquête, donc ils nous ont beaucoup aidés, sans lesquels on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc, voilà, une forte implication de ces référents d'enquête nous ont permis d'obtenir des données intéressantes, en tout cas satisfaisantes, sur une période de recueil qui allait de toute fin septembre à fin février. Donc, avec un questionnaire en passation en ligne, qui explorait plusieurs thématiques, dont l'activité physique et la sédentarité, par le biais d'un questionnaire validé, le questionnaire YPAC du moins, voilà, qu'on a utilisé pour ça. Je passe à la suivante, j'espère. Voilà. Donc, au final, on a plus de 12 000 jeunes qui ont pu participer à l'enquête. Donc, au niveau des lycées, c'était des élèves de seconde. Vous voyez qu'il y en a à peu près 5500 après nettoyage sur lesquels on a pu faire porter les résultats, les analyses en tout cas. Au niveau des CFA, c'était des apprentis qui préparaient un CAP ou un bac. Et au niveau des missions locales, ça concernait les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Et donc, on en a eu près de 3000 qui ont participé. On voit quand même là, cette diapo, c'est un peu pour vous montrer que les trois populations enquêtées sont bien différentes, notamment en termes d'âge. On voit des lycéens beaucoup plus jeunes, des apprentis qui sont majoritairement encore mineurs, mais avec une forte proportion quand même de 18-21 ans, et puis des jeunes en mission locale qui sont très majoritairement à 80% majeurs. Donc voilà, ça rend un peu difficile les comparaisons, donc voilà, elles sont faut toujours avoir ça en tête quand on compare les chiffres en fait. Bien voir que c'est pas les mêmes populations, ne serait-ce qu'au niveau de la représentation par sexe,
où on a au CFA beaucoup plus de garçons que de filles. Ces données sont redressées, donc ça représente un petit peu ce qu'on observe au niveau des populations. Donc les premiers résultats concernent l'activité physique sportive. Par le biais du questionnaire dont je vous ai parlé, on sépare les activités physiques entre les activités sportives et les activités de loisirs. En termes de temps consacré aux activités sportives, la médiane, c'est-à-dire que la moitié des lycéens déclarent avoir une activité sportive au-delà de 4h30 par semaine. Au niveau des CFA, ce temps est de 2h15 et au niveau des missions locales, ce temps est d'1 heure. Si on prend après la proportion de jeunes qui ont déclaré avoir réalisé une activité sportive dans la semaine, on voit une disparité des réponses, avec notamment une proportion plus importante au niveau des lycées. Et puis, à chaque fois, vous voyez des différences assez plus ou moins marquées selon le sexe. Ça, c'est une constante. On voit au niveau des lycéens, cette différence est peu marquée et elle est plus marquée au niveau des CFA et encore plus marquée au niveau des missions locales. Et puis, ce qu'on a observé également en termes de sport réalisé, on voit de plus en plus ce qu'on appelle fitness, muscu, crossfit, etc., qui arrivent en première position, en tout cas auprès des apprentis et des jeunes suivis en mission locale. Ensuite, la course à pied également arrive très fort. Donc ça, c'est quand même des sports plutôt individuels. Le foot, le rugby résiste un petit peu encore au niveau arrive en tout cas assez fortement au niveau des garçons. Et puis au niveau des filles, c'est plus la danse. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les activités sportives. Sur les activités physiques de loisirs, donc c'est-à-dire les activités qui sont faites en dehors du travail et puis qui ne sont pas des activités sportives. Donc on avait 9 loisirs proposés dans une liste. On demandait à chacun de dire s'il en faisait, combien de fois par semaine, et d'indiquer le temps qu'il estimait avoir passé à faire ces activités. Donc on a effectivement là encore quelques différences, mais moins marquées que pour les activités sportives. Et puis encore des différences marquées selon le sexe, notamment au niveau des CFA et des missions locales, avec comme principale activité en fait qui ressort le plus fortement ce que j'ai appelé les tâches domestiques. Ça correspond donc aux tâches ménagères, au jardinage et au bricolage. Vous verrez que elles sont environ 2 fois plus souvent mentionnées par les filles que par les garçons. Encore actuellement. Vient ensuite les activités, la marche à pied, randonnée, et puis le vélo. Alors le vélo, c'est pas du cyclisme, hein, c'est vraiment un vélo loisir. Et puis ensuite, une différence entre filles et garçons. Les garçons, plutôt des activités dans les city-stades, et les filles, plutôt équitation, voire bowling. Donc, en additionnant un petit peu ces activités sportives et ces activités de loisirs, on peut voir les jeunes qui atteignent un seuil d'activité physique minimum. Ce seuil d'activité fixé par l'OMS est situé à 60 minutes d'activité physique par jour minimum. Donc on voit que si une majorité des lycéens, même plus de la majorité des lycéens, atteint ce seuil minimum, au niveau des missions locales, on est à 1/3 et au niveau du CFA, on est à 42%. Et là encore, des différences marquées selon le sexe, les garçons atteignant plus fréquemment ce seuil. Le questionnaire nous permet également d'essayer d'estimer le temps d'activité sédentaire. Donc les activités sédentaires, on avait une liste de 14 activités sédentaires auxquelles ils pouvaient ajouter certaines activités s'ils le souhaitaient. Voilà. En gros, ce qui arrive en premier, sans surprise, c'est les activités sur écran. Alors on avait la différenciation entre les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les recherches internet, etc. Voilà. Donc vous voyez que c'est au-delà de 80% des jeunes qui ont ces pratiques, avec finalement moins de différences selon le sexe. Ce qu'on peut remarquer quand même sur ces activités sédentaires, c'est
contrairement aux activités physiques qu'on a vues précédemment, les proportions de filles concernées sont plus élevées. C'est l'inverse dans les activités physiques. Voilà. Au niveau des profils d'activité, c'est-à-dire qu'avec à la fois l'activité physique et les activités sédentaires, on peut constituer des comportements qui seraient plus éloignés d'un comportement favorable à la santé. C'est ce que vous voyez en rouge là. Donc c'est par rapport au seuil que je vous ai indiqué. Les inactifs, donc ceux qui ont une activité physique inférieure à 1 heure par jour. Et au niveau sédentaire, on a pris ceux qui ont au moins une activité sur écran supérieure à 2 heures par jour. Et puis vers le comportement le plus favorable à la santé, donc les actifs, qui ont donc une activité supérieure à 1 heure par jour, et les non sédentaires qui ont une activité d'écran inférieure à 2 heures. Donc vous voyez très rapidement que plus on va vers le vert, mieux c'est, on va dire, et que ça concerne quand même une petite minorité des jeunes, quelle que soit la population qu'on regarde. C'est un peu moins marqué au niveau des lycéens concernant les inactifs sédentaires. Et puis ça concerne plus de la majorité au CFA et en mission locale. Voilà, quel que soit le sexe. Bon, je rappelle encore une fois que aux lycéens, c'est des jeunes de 15 ans qu'on a enquêté, et on sait très bien qu'à partir de cet âge-là, les activités physiques ont tendance à diminuer. Voilà, c'est une première explication, mais bon, il faudra affiner bien sûr encore ces résultats. On a également étudié les freins par rapport à l'activité physique. Alors bon, je vais vous résumer un petit peu tout ça. On voit que sur les lycées et les CFA, ce qui arrive en premier, c'est les contraintes liées à la formation ou au temps passé à l'école. En mission locale, c'est plutôt le coût qui arrive en premier. Ce coût qu'on retrouve quand même dans les deux autres populations comme étant un frein important. Ensuite, on a tout ce qui est donc image corporelle, le fait de ne pas être à l'aise avec son corps, qui constitue un frein important à pas négliger au niveau de la pratique de l'activité physique. Voilà, en gros, la disponibilité arrive effectivement un peu, ça revient un peu aux contraintes liées à la formation. Voilà. Et puis, quelque chose de spécifique par rapport aux missions locales, c'est les problèmes liés à la mobilité, à l'accès aux lieux d'activité physique. Donc ça également à prendre en compte, données un peu spécifiques pour cette population. Les motivations également. Donc là encore, on a des choses très en commun entre les différents publics. On va dire un premier groupe de motivation, c'est la détente, s'amuser, se faire plaisir. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Et puis on a un autre groupe, là, je sais pas comment l'appeler, améliorer, quoi. Alors améliorer son apparence, améliorer sa condition physique, améliorer sa santé. Et puis ce qu'on retrouve également, c'est la convivialité, c'est-à-dire faire du sport pour être avec des amis. Voilà, grosso modo. Ce qu'on peut voir également, j'en finis, mais ce qu'on peut voir sur ces précédentes motivations et par rapport aux freins, c'est qu'au niveau des freins, on a tendance à avoir des freins qui sont plus souvent décrits par les filles que les garçons, et les motivations, c'est plutôt l'inverse. Voilà, pour garder sur ce gradient filles-garçons, on voit quand même que c'est des différences qui sont des spécificités assez importantes à prendre en compte, je pense. Voilà. Dernière diapo sur les perspectives. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur ces données très riches. Donc, qui consiste à préciser un peu le ciblage des publics à prioriser, notamment par rapport aux profils socio-économiques. On l'a vu par rapport aux âges, mais également par rapport au sexe. On a également des données selon le territoire, la zone d'habitat. On n'a pas encore totalement exploré, qu'il va falloir affiner. Déterminer les freins et les leviers également sur lesquels agir pour la promotion de l'activité physique, donc à affiner un petit peu ce que je vous ai présenté. Et puis on a également à faire des analyses sur les spécificités éventuelles départementales pour les lycées, ou encore liées aux filières d'apprentissage chez les apprentis. On sait par d'autres enquêtes que voilà, il y a beaucoup de conséquences par rapport à ces filières d'apprentissage.
Enfin, étudier les liens entre les niveaux d'activité et la qualité du sommeil, qui était un objectif secondaire de l'enquête. Et puis, étudier les liens entre les niveaux d'activité et les indicateurs de santé ressentis. On sait par rapport à la santé physique, mais également mentale, et les différents environnements familiaux. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Julien Bois. Oui, merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste quelques mots pour introduire. Donc, je parle pour le compte des universités, de la Cherche Sport Santé, qui est domiciliée à Poitiers, qui est un réseau de laboratoires en fait, qui est piloté par Laurent Bosquet, que j'excuse, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Et dans le cadre des appels qui arrivent à la chaire, eh bien, on y répond avec des associations entre laboratoires. Et donc, pour ma part, je suis à l'université de Pau. Et donc, on a essayé de répondre à cette demande d'enquête. Alors, la spécificité de l'enquête qu'on a assurée du côté de l'université, c'est essayer d'aller récolter des données de manière directe et non des données déclaratives. Donc, on a d'un côté le travail de l'ORS qui se fait à grande échelle. Vous avez vu plus de 13 000 étudiants, c'est une réussite assez remarquable d'ailleurs, il faut le souligner, c'est rare d'avoir des données avec autant de participants. Et de notre côté, on a des données qui sont récoltées de manière non pas déclarative, mais si possible avec des mesures directes. Donc plus précisément, il y avait deux volets, donc comme vous le voyez sur la diapo, un volet quantitatif où on a mesuré les comportements et puis les niveaux d'activité physique de sédentarité, et puis un volet qualitatif où on a mesuré des leviers et des barrières pour l'activité physique, la sédentarité, en interrogeant plusieurs catégories d'acteurs, dont les jeunes, mais également les enseignants ou les responsables des structures dans lesquelles ils se trouvaient. On retrouve les trois types d'établissements dont a parlé Stéphane, et aussi l'organisation par type de territoire, urbain, ruraux ou périurbains. Donc je passe à l'autre côté de la diapo sur la méthodologie. Donc on a utilisé des capteurs d'activité, des actimètres, qui permettent de mesurer ces deux comportements clés, hein, activité physique, sédentarité. Pour le sommeil, on a eu recours par contre à un questionnaire pour des raisons à la fois pratiques et aussi scientifiques. Pour la condition physique, on a utilisé des tests de terrain qui sont issus d'une batterie européenne qui s'appelle Eurofit. Donc tous les participants à l'étude ont complété ces 4 tests, dont je vous présenterai les résultats. Et puis ensuite, et enfin, c'est les focus group dont il est mentionné. C'est en fait une interview de groupe avec 6 à 8 participants, 10 parfois, où chaque catégorie d'usagers est représentée, donc les jeunes, les enseignants ou parfois le personnel de direction. Donc ça nous conduit à un échantillon d'environ 600 jeunes. Donc comme vous le voyez, aux alentours de 17 ans et demi, 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Non pas, évidemment, c'était pas une volonté d'arriver à ce déséquilibre-là, mais c'est aussi un premier résultat finalement dans la capacité qu'on a à mobiliser, avec un indice de masse corporelle qui est, je dirais, à peu près normopondéré. Vous avez la répartition des établissements par type de territoire, et il faut préciser que chaque ancienne région, que ce soit Limoges, Poitiers, Bordeaux, a des représentants dans chaque typologie de territoire. Donc par exemple pour le milieu urbain, le lycée professionnel Maryse Bastier, c'est Limoges, le lycée Gustave Eiffel, c'est Bordeaux, la formation Saint-Benoît, c'est Poitiers, et la mission locale, c'est aussi celle de Limoges. Donc, vous voyez à droite la répartition du nombre de sujets par type d'établissement et aussi par type de territoire. Donc, il y a un certain déséquilibre pour les types d'établissements. Et par contre, sur le type de territoire, c'est globalement équilibré comme on le souhaitait. Alors, je rentre maintenant dans les résultats, dans ce qui nous intéresse à proprement parler. La première diapo concerne les niveaux d'activité physique modérée à vigoureuse. Alors, pourquoi modérée à vigoureuse? Parce que c'est l'intensité d'activité qui est favorable à notre santé. Donc, vous le voyez, il n'y a qu'une partie de l'échantillon qui a porté ces capteurs. C'est ce qui est indiqué à droite, à peu près 200 jeunes. Tout simplement parce que la participation au portage de ces capteurs est volontaire. Et quand il n'y a pas un accord, évidemment, on ne va pas forcer les jeunes à les porter. Donc, ce qui explique qu'on a un peu moins de participants. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces valeurs-là? Globalement, on a une différence qu'on retrouve classiquement entre les garçons et les filles, toujours en faveur des garçons qui sont plus actifs, quel que soit le moment de la semaine, d'accord, le week-end, la semaine ou au total. On observe aussi que
Il y a une variation entre la semaine et le week-end, puisque le week-end est un moment où on est moins actif comparativement à la semaine. Et ça, c'est important de le rappeler parce que cela signifie que lorsque les jeunes sont dans les institutions scolaires, eh bien finalement, c'est un facteur d'activité. Et quand ils se retrouvent en dehors de l'institution, eh bien ils ont davantage tendance à être inactifs ou peu actifs. Ensuite, on a essayé d'observer s'il existait un gradient territorial par rapport au niveau d'activité physique enregistré. Donc, on a essayé de comparer en fonction des types de territoires, urbains, périurbains ou rural, eh bien, s'il y avait des niveaux différents, que ce soit pour l'activité physique totale, qui est tout à gauche, pour l'activité physique pendant la semaine, qui est au milieu, ou pour l'activité physique le week-end. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, en effet, on a trouvé que les jeunes issus des territoires ruraux et périurbains sont un peu plus actifs que les jeunes issus des territoires urbains, ce qui n'était pas forcément l'hypothèse qu'on aurait formulée au départ. Et puis ensuite, on a des petites variations selon qu'on s'intéresse à la semaine ou au week-end. Mais globalement, finalement, les jeunes issus des milieux urbains ne sont pas forcément les plus actifs, et c'est plutôt l'inverse. On y reviendra un petit peu plus loin. Alors, dernière diapo sur le niveau d'activité physique, toujours avec l'idée d'essayer de repérer quels sont les jeunes les plus éloignés. On a utilisé 2 seuils pour essayer de repérer justement ces populations. Le premier seuil, c'est les recommandations de 60 minutes par jour, qui sont les recommandations préconisées pour les adolescents, donc les 6-18 ans. Quand on regarde quelle est la proportion de l'échantillon qui respecte ces recommandations, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. En fait, 3/4 de l'échantillon, 75%, n'atteint pas ces recommandations de 60 minutes par jour. C'est pas complètement une surprise, hein, c'est des données qu'on a déjà observées dans d'autres pays développés, en partie sur des données françaises aussi. Et ça vient quand même confirmer ce constat qui est assez inquiétant. Et sur la droite, les 2 camemberts donnent des détails sur les caractéristiques de ces 75%. Donc en gros, il y a à peu près moitié de garçons, moitié de filles. Un peu plus de jeunes issus de milieux ruraux quand on regarde le type de territoire. Et puis dessous, le bas de la diapo, on a appliqué un autre seuil de recommandation qui est celui des 30 minutes par jour, qui est le seuil qui s'applique finalement aux populations adultes. Pourquoi ? Parce que dans notre échantillon, on a une partie qui a dépassé les 18 ans. Donc en fait, on a utilisé ces 2 seuils finalement pour en avoir un qui est plus exclusif, c'est celui qui concerne les adolescents, et puis un autre qui est un peu plus inclusif. Donc 30 minutes par jour, en théorie, on devrait avoir beaucoup plus de jeunes qui l'atteignent, c'est le cas. Mais il y en a encore plus d'un quart qui n'atteignent pas ces recommandations de 30 minutes par jour. Et là, pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous donne des infos sur qui sont ces jeunes les plus éloignés. Et vous voyez qu'on retrouve une majorité de filles, 61%, et puis là encore, une majorité de jeunes issus des territoires ruraux, 58%, qui n'atteignent pas ces 30 minutes par jour. Si je passe maintenant au comportement sédentaire, toujours cette mesure d'accélérométrie qui est relativement fiable. La première information, c'est que nos jeunes sont globalement très sédentaires. La partie qui est saumon sur le graphique, c'est au-delà de 7 heures de temps sédentaire par jour. C'est considéré comme un temps sédentaire élevé. Et donc, vous voyez qu'on est très au-delà de ces 7 heures quotidiennes. On est à peu près à 10 heures par jour en moyenne. Donc, ça veut dire que, oui, le mur de sédentarité qu'on évoquait tout à l'heure, il est là. On le voit sur ce graphique. On a des petites différences entre garçons et filles qui s'expriment la semaine, mais c'est pas majeur. Donc, l'information principale à retenir, c'est ça. C'est qu'on a de plus en plus de mal chez les jeunes à trouver des profils non sédentaires. Et que globalement, ces comportements où on passe énormément de temps assis, couchés, au fil de la journée, sont très largement majoritaires dans toutes les catégories de population qu'on a évaluées. Quelques infos complémentaires là qu'on a recueillies aussi par questionnaire, 4 heures de temps de téléphone par jour, en moyenne pendant la semaine. Voilà, on imagine que ça n'arrange pas les choses. Ensuite, un focus rapide sur le sommeil. Je vais passer vite. Donc, c'est une variable qui a été mesurée par questionnaire. On a, pour ce comportement-là, obtenu des résultats qui n'étaient pas aussi inquiétants que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Donc, notamment sur le nombre d'heures par nuit, 7,2 heures en moyenne par nuit, sachant que pour les adolescents, c'est 8 à 10 heures qui est préconisé, chez les adultes 7 à 9 heures. Et puis ensuite, des scores sur la qualité du sommeil et la somnolence diurne qui sont au-delà des normes qu'il faudrait respecter, mais qui sont pas trop inquiétants, on va dire. Voilà. Et puis, dernier paramètre qu'on a mesuré, ce sont les paramètres de condition physique. Donc ici, la force musculaire à gauche et puis la force musculaire des membres supérieurs. Donc, c'est un test de serrage à la main. Et puis à droite, un test de son longueur sans élan. Évidemment, on a des différences garçons-filles qui sont classiques, qui reflètent une réalité physiologique. Mais par contre, on observe que les garçons sont plus éloignés des standards européens que les filles. C'est la petite ligne en pointillé rouge qui symbolise ça sur le graphique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un déficit de conditions physiques qu'on peut observer chez les garçons, qu'on n'observe pas autant chez les filles. Un autre paramètre de la condition physique qui est extrêmement important, c'est l'endurance cardio-respiratoire, donc qui est évalué avec un test VAM-EVAL, le test de bip-bip, disent les jeunes, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Et là encore, on retrouve cette différence garçon-fille qui est classique. Par contre, les résultats sont moins inquiétants que pour les tests précédents, puisque on est à peu près dans les normes européennes en la matière. Élément important, c'est le troisième point qui est en bas de la diapo. On retrouve sur tous les tests physiques le gradient territorial dont on parlait tout à l'heure pour l'activité physique, qui vient confirmer, je dirais, le constat qu'on a fait dans un premier temps. Et finalement, les jeunes des zones périurbaines donc, ont plus d'activité physique et ont aussi des paramètres de conditions physiques plus favorables. Donc ça peut nous guider dans l'identification des zones prioritaires. Dernier point de cette enquête, les résultats qui viennent des focus group, donc ces interviews à plusieurs. On a décliné en plusieurs thématiques, donc je vais essayer de les passer en revue. La première concernait la motivation et une des barrières qui est évoquée par les jeunes et par l'entourage, comme je l'ai évoqué, les enseignants, les personnels de direction. C'est la démotivation, c'est la concurrence en fait des écrans et notamment des smartphones, des jeux vidéo. Et en face, on a bien au contraire le plaisir de l'activité, le fait que ce soit un vecteur de relations sociales positives, ça aussi c'est un élément moteur. Ensuite, sur le plan économique ou financier, clairement, la barrière financière est évoquée, le coût d'accès aux équipements, le coût des licences, l'absence d'aide ou la perception d'absence d'aide, parce que parfois il y en a, puis elles sont mal connues. Et inversement, les activités gratuites qui peuvent être proposées par les clubs, par les municipalités, donc à droite, eh bien, sont reconnues comme étant des vecteurs positifs. Concernant l'accessibilité, évidemment, donc là, on rentre dans la thématique de l'urbanisation, finalement, l'éloignement des lieux de pratique, le manque d'équipements ou l'insécurité sont des facteurs qui limitent l'accès à l'activité physique. Et inversement, lorsque cet environnement urbain est plus adapté, eh bien c'est souligné comme étant un facteur favorable. Le quatrième point de cette liste, là, les conditions climatiques et environnementales. Alors ça, c'est un élément sur lequel je vais m'arrêter 2 minutes. Évidemment, les conditions météo sont des facteurs favorables ou défavorables. D'accord ? On a plutôt pas mal de chance dans notre territoire. On a un climat qui est quand même assez propice, bien qu'un peu pluvieux parfois. Mais ce qu'il faut se dire, et ça commence à être documenté, c'est que les effets du réchauffement climatique vont également toucher les comportements de santé et les comportements d'activité physique. C'est déjà le cas, c'est un petit peu ce qui est en filigrane à travers ça. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir garder en tête, parce que dans un monde à plus 2 ou plus 4 degrés, eh bien, les chaleurs extrêmes vont être un frein à l'activité physique quotidienne. Donc elles vont pas arranger les choses. Voilà. 5e point, le contexte social et familial. Donc évidemment, l'environnement psychosocial, ça peut être un levier positif ou ça peut être une barrière selon qu'il y a des modèles de comportement favorables ou défavorables. L'avant-dernier point, c'est celui de l'école et de l'éducation physique qui est perçue de manière alternative, parfois comme étant plutôt peu adaptée, parfois au contraire en étant plutôt un levier favorable, notamment lorsqu'il y a des projets spécifiques autour de ça. Et puis, dernier point, la charge mentale, la fatigue, l'idée de fatigue qui revient
Donc la charge mentale liée à l'utilisation du téléphone, là aussi ça revient. Et du côté positif, eh bien des activités adaptées au rythme et aux préoccupations des jeunes. Donc voilà, je reste pas plus longtemps sur ces résultats. J'aimerais remercier, comme Stéphane, toutes les structures qui ont participé à cette étude, et notamment les lycées, les CFA, les missions locales, et puis tous les partenaires, au premier rang desquels, bien sûr, la région et puis l'ARS, pour avoir mis l'accent sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bois, pour l'ensemble de ces résultats, y compris Stéphane Robin, donc sur l'hôtel de région de Poitiers. Alors, il est déjà 15 heures, donc vous l'aurez compris, on a pris un peu de retard, mais simplement, bon, ça nous semble important qu'on préserve un petit temps d'échange, effectivement, autour de quelques questions. Pour après, on veut pas non plus sacrifier la pause, voilà, pour tout ce que vous venez d'entendre, c'est important de lutter contre la sédentarité et d'être dans de la pause active. Alors, est-ce qu'il y aurait une question dans l'hôtel de région de Bordeaux? Et n'hésitez pas à lever la main et vous présenter si vous le souhaitez. Et peut-être de préciser, à qui s'adresse la question. Bonjour, Laurence Liégeois, je représente Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine, qui est le centre de ressources État-Région sur le développement territorial et la politique de la ville. Merci pour ces différentes présentations. Je voudrais poser une question concernant l'étude qui vient de nous être présentée. Je vous ai entendu, Madame, parler de la politique de la ville en introduction. Les difficultés d'accès à la pratique sportive et les niveaux de pratique sportive dans les quartiers prioritaires sont bien plus inquiétants que dans tous les autres territoires. J'ai vu que vous aviez vous aviez fait une segmentation territoriale dans cette étude. Est-ce que il y a une possibilité d'aller observer plus finement l'origine des répondants à l'étude? Est-ce que dans les indicateurs que vous avez collectés, il y a des éléments qui permettraient de déterminer s'ils résident en quartier prioritaire ou à tout le moins de situer un petit peu leur origine sociale, voilà, parce que les freins de ces populations sont particuliers, et donc je me disais qu'il y aurait vraiment, ça apporterait beaucoup aux acteurs, en tout cas de la politique de la ville, d'avoir des données sur qui soient qualifiées pour ces publics-là. Merci. Alors, je pense qu'on pourra faire des réponses complémentaires avec Stéphane Robin. En ce qui concerne les données qu'on a, nous, l'indicateur le plus précis qu'on a, et pour dire qu'il est peut-être pas suffisamment, c'est l'appartenance à l'institution dans laquelle sont ces jeunes. Donc un lycée professionnel, la mission locale, et donc géographiquement là où ils sont rattachés. Mais on n'a pas le lieu d'habitation, on n'a pas le quartier. On sait qu'en général, c'est dans une zone géographique peu éloignée, mais c'est toutes les informations qu'on a. Je pense que les données de l'ORS peuvent permettre d'avoir une cartographie beaucoup plus globale de ces questions, mais là encore, on n'aura pas non plus le lieu d'habitation des jeunes, puisqu'il y a un prérequis d'anonymat pour participer à l'étude. Et donc voilà, on est confronté à cette limite-là. Oui, juste pour compléter, effectivement, dans la quête de l'ORS, on a juste la zone d'habitation, c'est-à-dire 4 catégories, du plus urbain dense, jusqu'au rural autonome. Donc pas suffisamment pour aller sur quartier ou pas quartier. Après, en termes de profil socio-économique, on va dire, on a juste une question sur le ressenti du jeune par rapport à sa situation financière. C'est le seul gradient, on va dire, socio-économique qu'on va avoir à disposition. Merci Stéphane Robin. Vous l'aurez compris, on est vraiment très en retard. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Et on ne veut pas sacrifier cette pause active à l'occasion de cette rencontre. Donc je vais passer la parole à Thomas
et qui va pouvoir lancer la pause. Alors, je voudrais pas négliger ceux qui sont face à moi sur Poitiers-Limoges, mais vous aurez quand même un temps de questions-réponses à la fin de cette rencontre. Donc, j'espère que vous tiendrez jusque-là et que vous garderez bien au chaud. Il y aura une question par site. Merci à vous, à toi, Thomas. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, mais vous êtes pris par le temps et que vous devez partir, pourquoi pas profiter de la pause pour venir en discuter avec les différents animateurs ou les intervenants s'ils sont dans votre salle. Voilà, que vos questions ne restent pas sans réponse. Ce que je vous propose, ça va être justement de souffler un peu, de se lever, d'aller bouger, parce que je pense que ça va faire beaucoup de bien, surtout quand je vous vois face à moi à Limoges. On va avoir besoin de se rebouger un petit peu. Alors, vous avez un buffet qui vous attend. Alors, il faut remonter un petit peu par le couloir par lequel vous êtes arrivé. Donc, vous avez dans chaque hôtel de région un espace buffet pour boire, pour manger, pour se reposer. N'hésitez pas aussi à échanger, discuter entre vous. Ça sera l'occasion. En tout cas, je vous invite grandement, à vous lever, à en profiter, à bouger. Vous trouverez aussi un stand documentaire avec de la documentation, des outils pédagogiques pour parler d'activité physique avec vos publics. Et pendant la pause, vous trouverez aussi et sera diffusé des petites vidéos sur l'application 365 jours en santé, mais également par rapport au Génialier activité physique où vous retrouvez plein de ressources qui sont produites. Et puis pour ceux qui ne voudront pas bouger de la salle, d'ici quelques minutes, je vais vous proposer une vraie pause active. Mais en tout cas, je vous invite plutôt à aller prendre le buffet. Ça sera déjà une belle pause active.